Le 25 janvier 1308, Philippe IV le Bel marie sa fille Isabelle de France à Édouard II, roi d'Angleterre. À partir du XIXe siècle et d'une vision purement politique de l'histoire, on y voit la cause fondamentale de ce que l'on commence à appeler la guerre de 100 ans. En fait, ce mariage ne servira que de prétexte au fils aîné qui en sera issu. Édouard III succède à son père en 1327. Or, un an plus tard, le dernier fils de Philippe le Bel meurt sans héritier et c'est un cousin que les grands du royaume choisissent pour roi. Choisi par les barons parce qu'il est français, donc il y a un vrai... on peut sentir là un début de sentiment national. Personne ne veut qu'un roi étranger gouverne la France. On décrète donc que seul un homme, et non une femme, peut transmettre la couronne de France. C'est le choix d'un Français alors qu'Édouard III est perçu comme un Anglais. Et puis c'est aussi le choix d'un prince qui n'est pas trop puissant, c'est-à-dire qu'il n'est que comte de Valois et de quelques autres principautés, alors que l'autre est roi d'Angleterre. Donc entre un roi qui aurait une double couronne et un roi qui est un prince parmi d'autres, les barons préfèrent un prince normal en quelque sorte. C'est la fin de la dynastie des Capétiens directs. Philippe de Valois, fils de comte, devient roi de France, tandis qu'Édouard III, fils de roi et petit-fils de Philippe le Bel, est censé lui rendre hommage. D'un côté, on a le futur Philippe VI, le neveu de Philippe le Bel. De l'autre, on a le roi d'Angleterre, qui est le prétendant le plus proche par sa mère. Son fils prétend que sa mère peut lui transmettre son droit. Donc à ce titre, il prétend à la couronne. En réalité, c'est pas vraiment la couronne qu'il souhaite, c'est la souveraineté pleine de l'Aquitaine. Le vrai enjeu, il est là, mais il demande plus pour avoir moins. On voit bien dans cette affaire toute la difficulté qu'il y a depuis toujours entre les Plantagenets et les Capétiens autour des trônes d'Angleterre, parce que quand on se réconcilie, on fait des mariages, mais après il y a des questions d'héritage. Donc la guerre de 100 ans, c'est l'exaspération de ce sentiment. Les causes de cette guerre séculaire sont beaucoup plus complexes et nécessitent d'être développées dans ce premier épisode. Ce premier cycle se décompose en deux principaux temps. Les victoires anglaises qui enfoncent progressivement la France dans une grave crise démographique, économique et idéologique, puis les reconquêtes françaises qui, après une quarantaine d'années de conflit, ramènent quasiment les deux nations en cours de construction dos à dos. Tandis que la population du royaume de France avoisine les 17 millions d'habitants, celle du royaume d'Angleterre n'est que de 4 millions. Tout autant de producteurs, de soldats et de contribuables en moins. Depuis 30 ans, le roi de France profite de sa supériorité pour raboter le duché d'Aquitaine. L'Aquitaine était vraiment la terre d'élection des Plantagenets. C'était vraiment la possession anglaise par excellence, mais c'est une écharpe dans le royaume de France. Et à tout moment, cette possession a été remise en cause. Il y a eu des apanages, c'est-à-dire qu'à un moment, on considérait que c'était une possession anglaise, mais qu'il fallait rendre hommage au roi de France. Et puis, lorsque la guerre de 100 ans a commencé, les choses se sont envenimées. Même réduit, il reste une enclave anglaise autour de Bordeaux et du commerce du vin. Les Gascons et le roi d'Angleterre ont des intérêts communs. Le vin se vend très bien dans l'île et rapporte des taxes aux finances royales. Mais il est temps pour Édouard III de redonner à Bordeaux un arrière-pays sous peine d'asphyxier cette ville portuaire. En 1329, il gagne du temps en rendant officiellement hommage aux Valois, qui empiètent son territoire, lui volent sa couronne et soutient les Écossais contre son autorité. L'hommage, c'est une cérémonie pendant laquelle le vassal s'agenouille et le geste le principal, c'est qu'il met ses mains dans les mains de son seigneur. Donc son seigneur lui prend les mains et dans l'iconographie médiévale, le pouvoir est dans les mains. Et donc mettre ses mains entre les mains de son seigneur, c'est bien physiquement et symboliquement manifester sa dépendance, c'est-à-dire on se remet littéralement dans les mains de son seigneur. Ça consiste après dans des obligations de conseil, d'aide de son seigneur, aide entendu militaire ou financière, et plus généralement de ne pas nuire à son seigneur. Donc c'est la cérémonie qui règle les rapports entre seigneurs et vassaux depuis l'an 1000 jusqu'à la guerre de 100 ans. Philippe VI a lui aussi des problèmes d'autorité avec la Flandre.
Ce comté vit du commerce de la laine qui se développe entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. La matière brute dont ont besoin pour survivre les commerçants, les tisserands et tout le peuple flamand provient d'Angleterre. Or, la crise est déjà là. La famine que l'on avait oubliée est de retour. La guerre de 100 ans est aussi la conséquence d'une crise économique. L'Occident, en pleine expansion depuis 3 siècles, connaît une fin de cycle. C'est un monde saturé qui plonge dans un conflit politique d'où il ne sortira que sous la forme d'une renaissance. Le Moyen-Âge se prépare à mourir. L'assujettissement de la Flandre à la couronne de France devient dramatique quand, en 1337, Édouard III décide de suspendre les relations commerciales avec la Flandre. C'est une province un peu insoumise, un peu turbulente chroniquement, mais le roi d'Angleterre va exploiter cette faille en poussant les Flamands à se révolter contre le roi de France, et grâce à un moyen économique, c'est que l'Angleterre fournit la laine aux drapiers flamands qui, en fait, avec la laine anglaise, tissent du drap qu'ils exportent dans le monde entier. Et donc, au tout début de la guerre de 100 ans, Édouard III va couper les exportations de laine vers la France, ce qui oblige les Flamands à choisir entre leur fournisseur de laine ou leur roi français, et ils choisissent le fournisseur de laine, donc se révoltent contre le roi français. C'est le représentant des marchands de la ville de Gand qui soumet à Édouard III l'idée de joindre aux léopards qui ornent ses étendards et ses blasons des fleurs de lys. Ainsi, la Flandre est toujours assujettie à la couronne de France, celle que devrait porter celui qui porte déjà celle d'Angleterre. Édouard est enfin prêt quand il réclame son dû. Il a réorganisé son armée du recrutement à l'armement. La priorité est donnée à l'arc, plus rapide que l'arbalète, et qui fait ses preuves face aux velléités d'indépendance des Écossais. Après avoir pacifié son île, l'Angleterre peut se tourner vers le continent. Son rôle fondamental dans le secteur du textile lui procure l'aide financière et les soutiens diplomatiques. Les investisseurs sont italiens, et les villes le long du Rhin poussent l'empereur germanique à promettre des contingents. Cela suffit à Philippe, qui convoque Édouard et, en son absence, le condamne à la confiscation de son duché en Aquitaine. C'est donc une guerre féodale entre 2 ambitions, et non entre 2 nations, même si guerre éminemment économique, la guerre de 100 ans est déjà une guerre entre 2 budgets, entre 2 monnaies. Le pape essaie d'empêcher des chrétiens de se tuer entre eux et propose une croisade qui n'aura jamais lieu. L'Église est partagée entre 2 nations catholiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu le schisme anglican, et donc l'Église et le pape essayent de jouer un rôle d'apaisement, mais avec des alliances, tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Grâce à l'aide de la Castille et de la République de Gênes, Philippe a préparé une flotte pour la Terre Sainte qu'il préfère faire remonter vers les mers du Nord afin d'établir un blocus à l'encontre de l'économie anglaise. En 1338, les marins français se permettent des raids dans les ports de la côte sud de l'Angleterre. En 1339, Édouard lance une première chevauchée à partir du Brabant. Il cherche moins la conquête qu'une bataille rangée que Philippe lui refuse. Finalement, Édouard décide de lever l'embargo et de défier les forces navales françaises. Le premier affrontement de la guerre de 100 ans a lieu en mer du Nord en 1340, dans l'avant-port de Bruges, à l'Écluse. À la vue de la flotte anglaise, les 200 navires chargés du blocus se lient les uns aux autres pour constituer une muraille infranchissable. L'amiral décide en fait de faire une barricade de bateaux pour boucher l'estuaire du Sphine, qui est la rivière qui mène à Bruges. C'était la destination d'Édouard III. Donc il enchaîne les bateaux proue à proue sur une ligne qui barre la rivière, enfin le fleuve en l'occurrence, qui barre le fleuve et qui fait comme une barricade de bois sur 3 rangées. C'est-à-dire qu'il met ses 200 bateaux sur 3 rangées en profondeur comme ça. Ça fait une grosse barrière qui est supposée arrêter les Anglais. Édouard attend le vent et la marée. À forces égales, la mobilité et la vitesse font rapidement la différence. La défaite française est totale. Et l'Angleterre a maintenant la maîtrise des mers.
Le roi de France perd sa flotte totalement ce jour-là. Et surtout, c'est une des batailles les plus sanglantes de toute la guerre de 100 ans parce que les chevaliers en armure, en fait, sont tous noyés. Enfin, une fois que les bateaux sont coulés ou qu'ils tombent à l'eau, ils se noient. Alors que bon, sur un champ terrestre, un blessé peut survivre. Alors que là, non, un blessé, il se noie immédiatement. Et donc, il y a, c'est effroyable, 17 000 morts, ce qui est la pire bataille de la guerre de 100 ans. Mais le sol français n'est pas prêt à accueillir les bras ouverts le roi d'Angleterre. La guerre coûte cher et le 25 septembre 1340, une première trêve est conclue. La guerre coûte cher parce que les vassaux, certes, doivent servir gratuitement pendant 40 jours leur seigneur, donc le roi de France peut faire appel à beaucoup de vassaux, mais 40 jours c'est très court et ces 40 jours commencent à partir du moment où ils quittent leur château. Donc le temps qu'ils se rendent, s'ils sont un peu éloignés sur le lieu des opérations, déjà une partie du temps gratuit est épuisée. Et ensuite, il faut attendre les Anglais, aller à la bataille, etc. Donc en fait, très rapidement, le roi est obligé de les payer, de les solder, sans compter des mercenaires qui ne sont pas vassaux qu'on paye dès le début, sans compter l'artillerie ou les coûts de fortification. Enfin bref, un coût énorme qui est estimé pour la France à peu près à 3 à 5 millions de livres par an. Or, le budget du roi de France, c'est 500 000 livres. Donc ça veut dire que quand il y a la guerre, pendant l'année, c'est 3 à 10 fois son budget annuel. Tandis que Philippe réussit à systématiser un impôt sur le sel, la gabelle, Édouard n'arrive pas à convaincre son Parlement qui trouve ses interventions peu productives. La gabelle est un impôt fondé sur le sel. Le sel a un rôle extrêmement important. Le sel, c'est ce qui permet de conserver les aliments, de faire des salaisons. Il y a dans toutes les maisons françaises un saloir où l'on conserve, et donc la possession de sel est un signe de richesse. Si on a du sel, c'est qu'on a de la viande. Et donc, on fait une carte de France de l'imposition fondée sur la détention de sel. Les armées au XIVe siècle se professionnalisent, elles sont soldées. Le paysan sans terre ou le citadin sans métier devient soldat, et le vassal devient capitaine. Quant au suzerain, il disparaît pour laisser la place au souverain. Entre les deux chefs d'État, c'est le problème de succession du duché de Bretagne, où chacun soutient son prétendant, qui occupe les esprits à partir de 1341. La Bretagne, en fait, reproduit le même schéma que le problème de succession qui a abouti à la guerre de 100 ans. Donc d'un côté, on a Charles de Blois, le neveu du roi de France. De l'autre, on a Jean de Montfort, qui est l'allié du roi d'Angleterre. C'est ce dernier, Jean de Montfort, qui va remporter la victoire. Donc la Bretagne bascule en partie du côté anglais, et ça va poser un véritable problème pour la France. L'intervention de l'armée anglaise lui permet d'occuper une partie du duché et d'installer des garnisons qui restent autant de nouveaux points d'appui. Côté français, le trésor royal se vide. Philippe convoque alors les États généraux en 1343. Tous ceux qui jouent un rôle dans le royaume, grands barons, hommes d'église, universitaires, bourgeois, sont convoqués afin de soutenir l'effort de guerre. Mais la pression fiscale au nom de l'État n'est pas encore dans les mœurs. Un seigneur de Normandie, Geoffroy d'Harcourt, ne suit pas la mobilisation générale. En juillet 1346, il permet à Édouard de pénétrer sur le continent avec une armée de 15 000 hommes. C'est la première grande chevauchée. Une chevauchée se mène à cheval, mais en réalité, il y a aussi des piétons qui suivent, et la chevauchée n'avance pas si vite. Elle avance à peu près à 10-15 km par jour, donc les piétons peuvent tout à fait suivre, même si les chevaliers sont montés, et c'est eux qui sont sous le regard des commentateurs et des chroniqueurs. L'armée anglaise, répartie en colonnes sur plusieurs kilomètres de large, s'enfonce dans le Cotentin en semant la terreur. Tués, même gratuitement, violés, pillés, afin de renouveler l'intendance nécessaire à la poursuite de l'action, sont les objectifs d'une chevauchée. Cette chevauchée fait en quelque sorte une percée d'une à peu près 5-10 km de large où ils pillent tout sur leur passage. Le but étant d'appauvrir, de faire du butin, de discréditer l'adversaire qui n'est pas capable de défendre son royaume. Et puis ensuite de repartir en Angleterre, couvert de gloire et couvert d'or, après le périple qui dure quelques mois. Seulement, en général, ça se fait à la belle saison. On débarque en mai-juin et on rembarque en août-septembre. En gros, c'est ça le programme.
Pendant que Philippe se prépare à la riposte, l'armée d'Édouard se trouve bientôt le long de la Seine. Paris tremble. L'enceinte du Louvre n'est plus adaptée. Mais une chevauchée n'est pas une conquête. À la mi-août, estimant la démonstration de force suffisante, les Anglais remontent vers le nord. Prendre et tenir Calais, c'est s'assurer le chemin le plus court pour contrôler la suite des événements sur le long terme. Les Français voient dans le choix d'éviter Paris une preuve de faiblesse. La chevalerie de Philippe se lance à la poursuite des troupes d'Édouard, convaincus que la victoire et les honneurs se trouvent au bout de la course. Les Français sont 2 fois plus nombreux que les Anglais. La rencontre a lieu à Crécy, le 26 août 1346. La bataille de Crécy fait partie, avec la bataille de l'Écluse, des premières grandes batailles de la guerre de 100 ans. Alors, c'est une bataille terrestre, extrêmement dure, cruelle. Les Anglais attendent depuis le matin. L'armée de Philippe n'arrive qu'au soleil couchant, accompagnée d'un grand vol de corbeaux. Plutôt que d'attendre le lendemain, après s'être reposée et organisée, la chevalerie française et ses alliés se lancent immédiatement à l'assaut. Parmi eux, le comte de Luxembourg, Jean l'Aveugle, qui personnifie par sa cécité toute la maladresse de cette offensive. Les Français ont le soleil dans les yeux, et face à eux, mais aussi sur les côtés, l'infanterie anglaise décoche une pluie de flèches. La noblesse de l'attaque ne peut rien contre l'arc plus léger qui évite le corps à corps et rend la force du nombre presque dérisoire. Prince de Galles, le fils d'Édouard, peut faire charger ses chevaliers et ses lanciers pour la mise à mort de tous ces aveuglés. Son père n'a même pas besoin d'intervenir. On ne sait si l'armure de ce prince était noire, mais il rentrera dans l'histoire de France avec ce surnom, le Prince Noir. Le Prince Noir, à l'époque, on ne l'appelle pas du tout comme ça. On l'appelle le Prince de Galles, Édouard de Windsor, ou bien on l'appelle le Prince d'Aquitaine. C'est un surnom que lui ont donné les historiens au XVIe siècle, comme pour la plupart des protagonistes, les surnoms sont très tardifs. Surnom donc dû à son armure noire. On n'est même pas absolument certain que ça soit exact, mais l'histoire l'a retenu sous le nom de Prince Noir à cause de son armure qui aurait été noire. À la nuit tombée, Philippe, sans sonner la retraite, fuit. Il a perdu la plupart de ses fidèles, ainsi qu'abandonné sur le champ de bataille l'oriflamme de Saint-Denis, apporté jadis par un ange afin de symboliser la mission divine d'un roi qui a été sacré. Philippe VI est un roi mal aimé des historiens. Il n'y a pas beaucoup de biographies de Philippe VI, parce qu'évidemment, c'est celui des défaites, de la perte de l'Aquitaine. Bon. En réalité, c'était plutôt, je trouve, un roi qui a fait preuve d'une certaine sagesse. Il n'était pas préparé à ce métier. On dit que c'est le roi chevalier, qu'il incarne toutes les valeurs de la chevalerie, ce qui est vrai. En même temps, il a fait preuve plutôt de sagesse, puisque pendant tout le début de la guerre, il refuse les batailles autant qu'il peut. Et il mobilise l'armée pour faire fuir les Anglais. Mais à chaque fois qu'il a une possibilité de faire la bataille, il est prudent, il hésite, et en général, ça se finit par un compromis, une trêve. Finalement, à Crécy, on l'oblige quasiment à mener, enfin, c'est son armée presque qui l'oblige, c'est la société politique, ses conseillers qui le poussent à livrer bataille pour enfin écraser les Anglais. Alors là, c'est une défaite qui est en grande partie due au fait que son armée lui obéit mal, en fait, une grande indiscipline dans l'armée française. Édouard peut alors se concentrer sur un objectif concret, établir à Calais une tête de pont militaire et commerciale. Un assaut coûteux en vies humaines et toujours aléatoire contre une citadelle régulièrement entretenue, Édouard préfère un siège en bonne et due forme. Le triomphe de Crécy lui permet de voir venir. Un camp et un palais sont montés en bois, entourés d'un fossé et ravitaillés par un port aménagé pour l'occasion. L'Anglais s'installe. Les Calaisiens sont eux-mêmes ravitaillés par leur propre port. Pour tromper l'ennui, l'Anglais chevauche, c'est-à-dire pille les campagnes. 10 mois plus tard, en juillet 1347, Édouard s'est décidé à renforcer le blocus du port de Calais pour en finir. Philippe est maintenant obligé de se montrer, mais toutes les entrées terrestres sont aussi sous contrôle anglais. Traverser le moindre pont est suicidaire. La ville est obligée de capituler. Afin d'éviter massacre et viol, et comme Édouard l'a exigé, 6 bourgeois viennent en pénitent apporter les clés de la cité. Ce sont des notables de la ville de Calais qui, lorsque la guerre de 100 ans se déclare, sont les premiers menacés
par l'invasion anglaise. Et lorsque ils s'aperçoivent que leur ville va être détruite, ils vont faire allégeance au roi d'Angleterre, mais pour montrer qu'il s'agit d'une allégeance contrainte, ils y vont en chemise. Sans l'intervention de la reine d'Angleterre, ils auraient été sacrifiés pour que quelques-uns paient la facture. Un an de siège par les temps qui courent engendre des frais considérables. Les banquiers italiens d'Édouard ont tous fait faillite. Il est temps de rentrer. Cependant, les bourgeois de Calais, cette demi-douzaine d'apôtres du Valois, incarnent pour longtemps l'humiliation qu'Édouard a fait subir à l'autorité de la couronne de France. Dans l'histoire des batailles, il y a un avant et un après Crécy. L'importance stratégique de Fantassin prend le pas sur les prouesses de chevaliers. La guerre acquiert une autre spécificité de la guerre moderne en s'accompagnant d'un fléau qui, en suivant les champs de bataille, va s'abattre régulièrement sur les hommes. Pendant l'hiver 1348, ce fléau venant d'Asie emprunte les routes commerciales et débarque à Marseille. C'est une peste noire. Un bacille qui donnait la peste bubonique. Alors il y a eu des interprétations très nombreuses pour savoir d'où venait ce bacille. On pense qu'il est venu d'Asie, qu'il a été transmis par des guerriers, par des soldats, par des marins, notamment on a mis en cause des Génois, mais on pense aussi que dans les navires il y avait des rats, et la peste bubonique est transmise par les rats. Le chrétien d'Europe occidentale ne connaît plus la peste depuis des siècles. Elle pénètre rapidement dans les villes, qui favorisent la promiscuité tout en négligeant l'hygiène, dans les campagnes par les troupeaux, les basses-cours, les chambres où toute une famille dort ensemble. On sait d'une ville à l'autre où elle se trouve et quand elle arrivera. La maladie est devenue une cause énorme de mortalité. C'est entre 30 et 50% de la population des pays d'Occident qui meurt de la peste. Dès que des traces brunes apparaissent sur la peau, il est trop tard. On comprend la contagion sans imaginer concrètement ni microbes, ni virus. Que faire contre le vent et le besoin de respirer? Certains y voient une punition divine, s'organisent en procession et se flagellent au milieu des rues. C'est à partir de la peste noire que l'on voit à peu près représenter la description des trois fléaux, c'est-à-dire la famine, la maladie et la guerre. Et on voit souvent de façon allégorique. Il y a trois personnages qui représentent les trois fléaux. L'ordre et l'économie sont bouleversés, à tel point que la guerre est interrompue, de fait. La population des campagnes a diminué de moitié. De tous les morts, ce sont les enfants qui ne deviendront jamais parents qui sont les plus préoccupants pour la vitalité économique et sociale de nos deux royaumes. Ce n'est pas de la grande peste dont meurt Philippe en 1350, mais de vieillesse. On est vieux à 57 ans dans ce monde-là. On peut dire que c'est une catastrophe, son règne, dans la mesure où les Anglais sont très en position de force. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait pu faire mieux, sauf à gagner une bataille de temps en temps ou à vaincre tactiquement. Or, c'est très aléatoire. On ne peut pas dire que c'est sa responsabilité personnelle. Donc, au bout du compte, on va dire que c'est un roi qui n'a pas eu de chance. Le premier des Valois laisse à son fils Jean un héritage précaire mais élargi au Dauphiné, qui devient le pays de Galles de la France. Tout comme le fils aîné du roi d'Angleterre prend automatiquement le titre de prince de Galles, l'aîné du roi en France est le dauphin. Jean a appris son métier de roi durant les 13 dernières années dans un monde en total déséquilibre. Impulsif, il s'appuie sur une morale chevaleresque en train de se consumer. Or, en raison des échecs de la politique militaire, la trahison est dans l'air. Pendant 5 ans, le conflit se limite à l'Aquitaine et surtout à la Bretagne, où, entre deux sièges de grandes villes,
une guerre d'escarmouches et de guet-apens permet à un fils de la petite noblesse bretonne, Bertrand du Guesclin, de faire ses premières armes. Bertrand du Guesclin, qui est un noble de Bretagne, d'une famille très ancienne, tout à fait vénérable, mais pas très argentée, qui, à l'âge de la guerre, en quelque sorte, il a 20 ans ou 17 ans au début de la guerre, donc il fait ses premières armes avec la guerre de Bretagne. Il se fait remarquer par ses exploits militaires, remarqué par Jean le Bon, donc qui le recrute comme capitaine pour le compte du roi de France. Et puis, tout s'accélère à nouveau. Une coalition de seigneurs normands se constitue autour de Charles le Mauvais, roi de Navarre, éventuel prétendant à la couronne de France, s'il était né plus tôt. Charles le Mauvais, c'est aussi un surnom tardif du XVIe siècle. À l'époque, on l'appelle Charles de Navarre. Charles de Navarre, c'est un membre de la famille royale. En fait, il est petit-fils de Louis X, mais il est né en 1332, c'est-à-dire qu'il est né 4 ans après la crise de succession. S'il était né en 1328, il aurait dû être roi de France, en fait. C'était le premier mâle en ligne directe. Mais il se trouve qu'il n'était pas encore né à ce moment-là, donc il en a conçu, donc il est né après. C'est un prince de la famille royale, qui est un peu, si vous voulez, on l'a dit le mauvais parce que c'est pas un mauvais surnom, même si c'est un petit peu peut-être exagéré, mais il a une rancune tenace à l'égard des Valois, dont il considère qu'ils l'ont spolié. Alors la spoliation, c'est pas tellement le fait qu'il n'ait pas eu la couronne, puisqu'il n'était pas né, mais surtout le fait que sa famille était héritière du comté de Champagne, qui est un comté très riche, et les Valois ont trouvé le moyen de récupérer ce comté pour l'attribuer à d'autres nobles. Et donc il considère qu'il a été spolié dans son héritage. Après avoir assassiné le bras droit de Jean le Bon, Charles le Mauvais se rapproche d'un autre Charles, le fils aîné du roi, le premier dauphin de France. C'en est trop pour Jean qui intervient manu militari lors d'un banquet à Rouen donné par son fils. Il fait emprisonner Charles le Mauvais et décapiter quelques traîtres, dont le neveu de Geoffroy d'Harcourt. Ce coup de force de Jean le Bon est prématuré. Les seigneurs normands ligués contre lui n'en font que plus facilement appel aux Anglais. Mais qu'est-ce qu'un traître? Qu'est-ce qu'un Anglais? Tandis que les combats reprennent en Normandie, le prince noir parti de Bordeaux où il est chez lui, et après une première chevauchée vers le sud, se lance vers le nord en mars 1356. Jean le Bon arrive à obtenir des États généraux l'aide nécessaire à l'organisation d'une armée de 30 000 hommes, mais la levée de l'impôt n'est plus effectuée par les hommes du roi. Le pouvoir monarchique est sous contrôle. L'impôt, normalement, n'existe pas, c'est-à-dire que le roi doit vivre de son propre patrimoine. Il peut demander à lever un impôt pour défendre le pays, mais c'est négocié avec le pays, justement, avec le peuple, en l'occurrence plutôt les élites. Et cette négociation est très dure, très âpre, et en général, c'est donnant-donnant. Il y a toujours une contrepartie politique. Donc c'est difficile, c'est long, les sujets payent de mauvaise grâce, donc c'est compliqué de financer la guerre longtemps, ce qui oblige le roi souvent à utiliser des expédients comme des mutations monétaires, c'est-à-dire qu'il triche sur la monnaie pour pouvoir payer ses soldats. En Normandie, face à cette armée, les Anglais préfèrent fuir. Jean le Bon n'en est que plus déterminé à punir le descendant des Plantagenets de traverser son royaume, et par la même occasion à faire oublier Crécy. Le prince noir ne veut pas d'une bataille. L'objectif est de semer la panique, de désorganiser l'État français et de conserver des places fortes. Les Anglais n'ont pas les moyens pour l'instant d'envisager plus. Les troupes du prince noir sont fatiguées par un an de chevauchée. Les Français sont 2 fois supérieurs en nombre. Si l'affrontement est inévitable en raison de la détermination de Jean, le prince noir a le choix du terrain. Il décide d'attendre en haut d'un plateau à quelques lieues au sud-est de Poitiers. Le site vallonné rend l'assaut problématique. Le dimanche 18 septembre 1356, malgré l'avantage du terrain, le prince noir propose de restituer le butin amassé par les pillages et de signer une trêve. Malgré la difficulté du terrain, Jean refuse la paix du prince noir. Et sans que celui-ci le sache, il refuse également d'encercler les Anglais et d'attendre la famine. Il attaquera demain. La chevalerie française se prépare en adaptant son équipement en vue de terminer l'assaut à pied. Jean sait qu'en envoyant aux avant-postes la fine fleur de sa chevalerie briser la ligne de défense anglaise, la plupart ne survivront pas aux flèches des archers, dont le souvenir de Crécy hante toutes les mémoires. Au
petit matin, une partie de l'armée anglaise semble battre en retraite. C'est effectivement le choix du prince noir à court de nourriture. Face à cet événement inattendu, les vieux réflexes des guerres féodales reprennent le dessus. La chevalerie française charge sans aucune discipline, sans qu'une seule et même bannière vienne les guider face au métier des fantassins anglais et de leur prince noir. Les pertes sont déjà importantes quand il est temps de continuer le combat en mettant pied à terre. Au cœur de la journée, l'équilibre des forces rendant la défaite probable, Jean demande à son fils Charles de quitter le champ de bataille. L'enjeu ne doit pas devenir la couronne de France. Lui restera jusqu'à se battre au corps à corps, hache à la main, avant d'être fait prisonnier à la tombée du jour. Alors Jean le Bon, il s'appelle le Bon, ce qui ne signifie pas qu'il est débonnaire. D'ailleurs, il est même plutôt colérique et pas spécialement bon. Bon, ça veut dire fort, en fait. Jean le Bon, c'est le roi fort, le roi brave, le roi courageux. Il l'a illustré à la bataille de Poitiers, puisqu'il n'a pas fui les Anglais, qui avaient très bien repéré le roi et qui allaient vers lui en espérant bien, sinon le tuer, au moins le capturer et ainsi régler non seulement la bataille, mais peut-être même la guerre de 100 ans. Et lui, en bon chevalier, en chevalier parfait, eh bien, n'a pas reculé. Il a affronté les Anglais avec une grande bravoure, avec son fils de 14 ans, le Philippe, qu'on a surnommé le Hardi ensuite, qui disait « Père, garez-vous à gauche, Père, garez-vous à droite ». Bon, moment célèbre. Bon, grand moment de la vie chevaleresque, mais moment pitoyable de la vie politique, puisqu'il est capturé. Il est présenté au prince noir. Les deux cousins se voient pour la première fois. La nouvelle du désastre plonge le royaume au bord du gouffre. Heureusement pour les Valois, l'investissement anglais sur le continent ne peut se poursuivre faute de moyens, et les résultats sont jugés suffisants. Jean le Bon, captif à Londres, Édouard entame des négociations en position de force. Les Anglais le tiennent et désormais non seulement vont le rançonner à 4, puis ils en rabaissent 3 millions d'écus, mais surtout, il n'y a plus personne pour gouverner le royaume de France. Son fils n'est pas régent, il n'a aucune légitimité à gouverner puisque son père est toujours vivant. Et Jean le Bon prétend gouverner la France depuis l'Angleterre. Il est prisonnier à Bordeaux, puis à Londres. Et là, il envoie des courriers en disant, voilà, il faut nommer un tel à tel endroit, vous allez faire ceci avec les impôts, vous allez faire la paix avec l'Angleterre. Enfin bref, il fait toute une politique, mais une politique qui n'est pas acceptée en France parce qu'elle est destinée à le libérer, en fait. Donc lui, il est prêt à tout céder aux Anglais pour être libéré. Or, en France, le dauphin, les conseillers, la société politique refusent de payer une rançon à 4 millions d'euros, refusent surtout de céder quoi que ce soit aux Anglais. Et donc, il y a un moment très grave, une crise politique très très grave entre 1356 et 1360. Donc, pendant 4 ans, il n'y a plus de chef, à la tête du royaume. Heureusement pour le royaume, Charles le Dauphin est plus diplomate que batailleur. Ce sens de la diplomatie va lui être particulièrement utile pour gérer les affaires intérieures. La guerre va effectivement devenir civile. Les bourgeois de Paris viennent d'élire comme représentant Étienne Marcel. Comme celle de tous les bourgeois, les affaires d'Étienne Marcel souffrent de l'état de guerre, mais il fait aussi partie de ces ambitieux qui s'estiment lésés par les Valois. Ceux-ci se montrant incapables de gérer la crise, c'est l'occasion de proposer une alternative et de se venger. Étienne Marcel était le prévôt des marchands. C'est à peu près équivalent à ce qu'est le maire de Paris. C'est un personnage politique considérable qui a eu un rôle important dans le royaume. Étienne Marcel s'érige en véritable contre-pouvoir. Il contrôle les finances du royaume par le biais de son influence aux États généraux, ainsi que la défense de la capitale par le biais de son charisme sur les compagnons et boutiquiers parisiens. Étienne leur distribue des chaperons rouges et bleus et leur rend l'espoir en proposant une réforme de l'État où le monarque serait conseillé par des représentants des États généraux. La situation du dauphin se complique avec l'évasion de Charles le Mauvais en 1357.
Charles de Navarre va toujours être du côté des Anglais, hein, ça va être l'allié naturel des Anglais contre les Valois, et à chaque fois qu'il veut, et à chaque fois qu'il va pouvoir, il va mettre toute son énergie à nuire aux Valois, pas tellement pour prétendre à la couronne, mais surtout pour augmenter ses seigneuries, parce qu'il est possessionné en Normandie en fait, hein, il est comte d'Évreux, et il possède une partie du Cotentin, de gros territoires en Normandie, donc en gros son objectif, c'est une forme d'autonomie en Normandie, en Navarre, où Navarre il est roi, il est indépendant, mais une forme d'autonomie dans le royaume avec la plus grosse principauté possible, avec l'appui des Anglais, contre les Valois. En l'absence du roi, les intérêts de tous ces ambitieux pourraient converger. Étienne Marcel profite à fond de la situation. Sous son impulsion, le 22 février 1358, une émeute se finit dans le palais royal. 2 des principaux conseillers du dauphin sont exécutés sous ses yeux. Charles, le dauphin, fuit Paris. Il ne manque plus que l'adhésion des villes de province pour qu'Étienne Marcel exerce totalement le pouvoir avec ou sans Charles le Mauvais. Mais c'est une révolution parisienne. Les villes de province ne bougent pas. Les campagnes, par contre, se mettent à bouger sans qu'Étienne Marcel y soit pour quoi que ce soit. En ville, les gens des campagnes s'incarnent en Jacques Bonhomme, le paysan dont on moque les mœurs, voire la bestialité. Pourquoi les Jacques ? Eh bien parce que lorsque les nobles parlent des paysans, ils les appellent Jacques ou Jacques Bonhomme. Si on voulait traduire c'est très méprisant, hein. Si on traduisait en langage contemporain, c'est juste le pecno en fait. En mai 1358, parti d'une bagarre dans un village de Picardie, un mouvement de petits propriétaires terriens se met en marche. Le mouvement grossit de village en village, de bouche à oreille. On est en 1358, en mai 1358, au moment pile de cette crise politique provoquée par la capture de Jean le Bon. Son fils Charles, qui est dauphin, essaye de négocier avec les États généraux un impôt pour payer une armée, pour faire la guerre aux Anglais. Les États généraux, menés par Étienne Marcel, refusent, ou plutôt exigent des contreparties politiques extrêmement lourdes. Enfin bref, une situation très très difficile. Finalement, ils s'accordent sur la possibilité d'un impôt qui est mal payé, mal levé, donc la solution n'est pas résolue. Et surtout, Charles V donne l'ordre à tous les seigneurs de fortifier leur château pour se préparer à une éventuelle chevauchée en anglaise. Et donc, c'est ça qui va être le déclencheur de la révolte, en fait. Pourquoi ? Parce que les seigneurs répondent « Mais oui, mais comment voulez-vous qu'on mette en défense nos châteaux ? Ça coûte cher de reconstruire les remparts, de fortifier les tours, etc. » Et le roi leur donne le droit de taxer leurs paysans. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Et les paysans refusent. Désespérés par les souffrances endurées depuis des décennies et scandalisés par l'incompétence et l'arrogance de ceux qui ont pouvoir et argent, les Jacques tuent les nobles qu'ils rencontrent, femmes et enfants. Ce que font les Jacques, eh bien, ils se révoltent contre leur propre seigneur et ça donne lieu à des lynchages, en fait. Et ils prennent d'assaut le château par surprise. Enfin, c'est en quelque sorte attaqué pour ne pas être attaqué. Hein. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils se disent on va être réquisitionnés, on va nous prendre tous nos biens. On attaque le seigneur avant qu'il nous prenne tous nos biens. Des années de frustration les poussent à faire durer le supplice. N'ayant plus ni foi ni loi, ils se dirigent vers Paris. C'est la terreur. Tous les gens de bien comptent sur Charles le Mauvais pour rétablir l'ordre. Quant à Étienne Marcel, il est emporté dans son élan et donne son soutien aux Jacques. Le 9 juin, les hommes de Charles le Mauvais étouffent la révolte en massacrant les Jacques et les meilleures troupes d'Étienne Marcel. Une fois qu'on a pris le château et qu'on a tué le seigneur, violé sa femme et ses filles, évidemment là, c'est un point de non-retour en quelque sorte, il n'y a pas de pardon possible. Donc après, ils se groupent, l'alerte est donnée, donc ça circule de clocher en clocher avec les tocsins en quelque sorte. Ils se regroupent en armée paysanne et les nobles franciliens, eux, passé le premier moment de surprise, se regroupent aussi en armée. Et évidemment, la bataille est inégale puisque là, c'est le pot de terre contre le pot de fer au sens littéral. Et ils sont écrasés à la bataille de Mello en juin 1358, et après, il n'y a plus de jacquerie. Pour arriver à un tel résultat, Charles le Mauvais enrôle des Anglais. De la haine de l'Anglais à la haine du traître et à l'amour du drapeau, il n'y a qu'un pas. Une émeute favorable au dauphin est utilisée pour mobiliser tous ceux qui sont fatigués par cette guerre civile. Les ennemis d'Étienne Marcel en finissent définitivement avec lui. Le 10 août, Charles réintègre la capitale. Reste que c'est celle de son père dont on ne peut obtenir la libération tant les exigences d'Édouard sont inacceptables. De Calais à la Navarre, le royaume de France devrait faire une croix sur sa façade maritime. L'impôt pour la guerre et le bien commun n'en est que d'autant plus facilement levé.
Édouard débarque à nouveau pour une chevauchée qui le conduit à Reims. Charles, le dauphin, y a concentré ses troupes. Charles sait attendre, et Édouard ne peut se permettre financièrement un siège aussi long qu'à Calais. Il voit ses prétentions à la baisse. En 1360, un accord est conclu à Brétigny. Édouard libère Jean et renonce à la couronne de France. Mais Jean renonce à recevoir l'hommage d'Édouard pour l'Aquitaine, qui est rattaché directement à l'Angleterre. Les princes prêtent serment sur des reliques. Les rois signent le traité à Calais, mais l'échange des renonciations est remis à plus tard, quand chaque camp aura prouvé sa bonne volonté. Ce traité se situe entre deux âges, et cette paix précaire annonce de nouvelles échéances. Le compromis a été trouvé avec Édouard III, qui accepte de renoncer à sa prétention à la couronne. Donc les Valois sont bien les rois légitimes de la France. C'est là le petit pas que fait Édouard III. Mais en échange, il obtient ce qu'il probablement voulait l'essentiel, il obtient la souveraineté totale sur l'Aquitaine, et non seulement l'Aquitaine, mais l'Aquitaine très largement comprise, en fait, elle déborde largement sur le Massif central, donc c'est beaucoup plus que Bordeaux et sa région, hein. C'est tout le quart sud-ouest de la France devient anglais, sans rien devoir, sans obligation féodale par rapport au roi de France, donc ça c'est la principale clause, plus une rançon pour le roi Jean, pour la libération du roi Jean, qui est prisonnier à Londres, de 3 millions d'écus. Même durant les trêves, la guerre ne s'arrête pas pour le peuple. Les mercenaires, qu'ils soient à la solde des Anglais ou des Français, profitent des périodes de paix pour échapper à tout contrôle, s'organisent en compagnie pour piller, tuer et violer. Ce sont ces bandes de hors-la-loi qui vont susciter durablement la haine de la guerre dans un premier temps, puis celle de l'ennemi anglais dans un second temps, et ainsi favoriser le sentiment d'appartenance à une nation française. À la question « Qu'est-ce qu'un Anglais ?» C'est tout d'abord le peuple de France qui apporte une réponse. L'Anglais, c'est l'étranger qui sème le chaos. C'est seulement après que l'État français et ses légistes invoquent la loi salique, celle des Francs-Saliens de Clovis, afin d'exclure les femmes de la succession à la couronne de France et de justifier qu'elles soient sur la tête du Valois. Philippe VI était un natif du royaume. Le royaume devient nation et la nation a besoin d'ordre. Et ce n'est que plus tard encore que le prince noir incarnera tout ce qui s'oppose à la nation française. Charles a donc l'appui du peuple quand il devient Charles V en 1364. Surnommé le Sage, il va trouver son parfait complément en Bertrand du Guesclin. Ces deux hommes ont le même objectif, effacer l'ardoise de Crécy, de Poitiers et de Brétigny et leurs conséquences matérielles et idéologiques. C'est un des acteurs principaux de la guerre, la première partie de la guerre de 100 ans, parce qu'il a vécu en fait assez longtemps. Il a commencé jeune, et il a vécu longtemps, et donc il a été à toutes les étapes jusqu'au sommet, faisant, soit dit en passant, une belle ascension sociale, puisqu'il fait partie de la moyenne noblesse, hein, pas très argenté, et il finit connétable, couvert de gloire, récompensé par le roi. Charles reprend en main la levée de l'impôt. La monnaie frappée par le roi redevient stable. L'engagé peut avoir confiance en sa solde. L'entraînement au tir à l'arc est encouragé. Tout le système des fortifications est réadapté. On construit une nouvelle Bastille à Paris, tout autant pour prévenir les troubles extérieurs qu'intérieurs. Chaque denier investi dans la guerre est rentabilisé en étant placé sur des actions sûres. Faire taire les prétentions de Charles le Mauvais, limiter l'influence anglaise en Bretagne, obtenir l'alliance avec la Castille. Malgré les chevauchées anglaises, les batailles sont évitées. Contrairement aux Valois qui ont régné, Charles acquiert une réputation d'invincibilité grâce à cette gestion rigoureuse et grâce à du Guesclin. Ce meneur d'hommes est plus un stratège militaire qu'un preux chevalier. Il utilise la ruse pour s'emparer sans préavis de places fortes, simule la fuite pour mieux contre-attaquer avec ses soldats embusqués. Il confie des responsabilités au mérite, sans se soucier de la naissance. C'est ce genre de principe qui permet aux petits barons bretons de faire carrière. Après une première étape où l'adversaire est usé très progressivement, sans coup d'éclat, mais avec une terrible efficacité, une deuxième étape plus ambitieuse se met en place. Il suffisait d'attendre.
Cela dit, sa légende est très disproportionnée par rapport aux faits, c'est-à-dire qu'il a gagné des batailles, mais il en a aussi pas mal perdu. Il a été rançonné 2 fois, à chaque fois ça a coûté une fortune au trésor royal, parce que c'est le roi qui a payé la rançon, 40 000 écus, 60 000 écus, enfin c'est considérable. Mais il a aussi gagné au moins une bataille décisive, c'est à Cocherel, il a battu Charles de Navarre. Il a vraiment sauvé la couronne à cette bataille. Pour les Anglais et ses marchands, la guerre et la gestion administrative d'un territoire aussi complexe coûtent plus qu'elle ne rapporte. Protéger la Grande-Bretagne, Calais et le sud-ouest de la France est une situation qui, sur le long terme, est source de tensions. En particulier avec le prince noir, responsable de l'Aquitaine, et autant fin stratège sur le champ de bataille que gestionnaire maladroit et dont la brutalité marque les esprits. Il fait lever des impôts pour contrecarrer les projets d'alliance entre la France et la Castille. Lorsqu'il est prince d'Aquitaine, c'est comme ça le titre que lui donne son père, donc il est vice-roi en quelque sorte d'Angleterre, mais pour l'Aquitaine, donc pour le continent, la très grande Aquitaine conquise après le traité de Bretigny. Et là, il écrase ses sujets d'impôts pour financer la guerre d'Espagne, pour financer aussi une cour très brillante à Bordeaux, et il se rend impopulaire, et en quelque sorte, il est l'artisan de sa propre perte, puisque ça pousse les Gascons à faire appel au roi de France et à relancer la guerre en 1369-1370. Donc c'est un peu l'erreur politique qu'il aurait fait. Les barons aquitains n'y trouvent pas leur compte. Ils font appel au roi de France pour arbitrer le différend qui les oppose au prince noir. Selon l'esprit de Bretigny, ses vassaux ne dépendent plus de lui. Mais les juristes de Charles sont formels. Le duché d'Aquitaine n'a pas été remis matériellement au roi d'Angleterre au cours d'une cérémonie qui doit se dérouler en Aquitaine. Un traité signé à Calais n'a aucune valeur. L'esprit de Bretigny voit la superposition d'une logique médiévale, l'honneur lié au respect d'un serment, et d'une logique moderne, la raison d'État. C'est elle qui va pousser Charles le Sage à déclencher de nouvelles hostilités. S'il ne répond pas à l'appel des barons aquitains, l'Aquitaine est officiellement anglaise. En 1369, le prince noir est cité à comparaître. En son absence, qui ne surprend personne, son duché est confisqué. Du coup, Édouard reprend le titre de roi de France. Les Français relancent leurs vieux alliés écossais. La reprise de la guerre est inévitable et le prince noir est malade. L'armée française a été réorganisée sur des bases saines. La stratégie est définie par un véritable état-major, le roi, ses frères et les principaux chefs militaires. La discipline est de rigueur et on peut se permettre d'enrôler les compagnies de pillards. De 1370 à 1372, la reconquête de l'Aquitaine progresse, place forte par place forte. L'alliance avec la Castille permet de reprendre le contrôle des mers. En 1372, aux abords de La Rochelle, une flotte anglaise est coulée. La politique navale de Charles casse le business anglais et favorise outre-Manche, en même temps que le sentiment national, une conscience insulaire. Pour survivre, l'Angleterre se doit d'avoir la maîtrise des mers. En 1375, une nouvelle progression française en Aquitaine réduit de nouveau les possessions anglaises. L'année suivante, meurt le prince noir. Il précède d'1 an son père dans la mort. Il restera le prince noir. Il est célèbre pendant la première partie de la guerre de Cent Ans parce qu'il a été très vite associé au trône, donc c'est l'héritier, donc son père le forme, il suit son éducation de très près, et en particulier il est associé à la guerre de France. À 16 ans, il est à la bataille de Crécy et il commande un corps d'armée à la bataille de Crécy, qui est la première grande victoire des Anglais en France. Il aurait dû être Édouard IV, sauf qu'il est mort avant son père et donc il n'a jamais régné. C'est son fils qui devient à 10 ans Richard II. Tout ce qui avait été perdu depuis 40 ans a été reconquis. Honneurs et territoires, quand meurt en 1380 Charles V et son ami du Guesclin. Tous deux reposent à Saint-Denis. Le nouveau roi de France, Charles VI, a 11 ans. Débutent donc les règnes de 2 enfants rois. C'est alors une parenthèse de près d'un quart de siècle qui s'ouvre. La guerre respire. Les protagonistes ont besoin de souffler. Les moyens ne sont plus suffisants, en particulier
avec les conséquences démographiques de la peste noire sur les générations suivantes, qui elles aussi ont à affronter des épidémies moins virulentes, mais qui viennent frapper régulièrement.